Oui, ça aurait dû être Patrice qui a eu un petit problème de santé, donc c'est pour ça que je m'y colle. Donc, et c'est lui qui, d'une façon opérationnelle, gère le pâturage au niveau de la station expérimentale. Et c'est grâce à lui que nous avons pu, vous allez voir, avoir de belles performances au niveau de la gestion de cette station. Donc, pour présenter cette station rapidement, 130 hectares, 110 de SAU, 80% de prairies temporaires longues, qu'on pourrait appeler pratiquement prairies permanentes dans la nouvelle nomenclature, des vraies prairies permanentes qui sont dans des endroits qui ne sont pas très praticables, qui correspondent à 20% de la surface totale herbe, 10 hectares de culture, maïs et orge. Tout ça, on est en autonomie pour nourrir nos animaux, puisque nous produisons et nous hébergeons entre 150 à 200 chevaux en fonction des demandes pour la recherche. Donc le troupeau en lui-même, c'est 80 juments, 30 gestantes chaque année, mises à la reproduction une année sur deux. Donc on n'est pas tout à fait dans les mêmes objectifs de production par rapport à un élevage, je vais dire classique, où on va chercher la mise à la reproduction des juments tous les ans. Et par contre, nous avons un système intégré où nous avons toutes les générations de 0 à 3 ans qui sont composées de 25 à 30 individus pour pouvoir rentrer dans les programmes de recherche. Donc, on a à peu près une dizaine de programmes scientifiques chaque année qu'on déploie au sein de la station. Donc, voici cette magnifique exploitation agricole qui fait rêver beaucoup d'agriculteurs, puisque vous avez 130 hectares d'un seul tenant. Vous avez un gros bloc que vous avez en rouge là avec la photo satellite qui montre les installations et le cœur névralgique de la station, puisque malgré tout nous avons un hivernage qui se passe en bâtiment et la partie modélisation qui se passe dans ces locaux. Nous avons une petite caractéristique, c'est que vous avez en bordure de l'exploitation un cours d'eau qui s'appelle la Gorse, et puis une pente à peu près de 6,6%, qui permet de rentrer aussi dans des modélisations, notamment sur la diffusion des effluents. Il y a eu une question, je crois, tout à l'heure sur les effluents d'élevage et sur lequel nous travaillons, et notamment avec un focus particulier sur le médicament vétérinaire. Les conditions pédoclimatiques, alors j'ai été un petit peu voilà, j'ai mis 471, en fin de compte c'est 440 voilà, d'altitude. Un climat limousin type semi-continental, précipitations annuelles à peu près l'équivalent de la Bretagne, 1400 mm en moyenne par an. Une exposition sud-sud-ouest et un terrain qui a un sol à argile sablonneau-limoneux. Notre météo, alors je propose à tout le monde de venir faire du tourisme en Corrèze. C'est un pays formidable qui est vert et pour lequel vous avez donc une période, vous avez en vert le diagramme des températures, vous avez une saison hivernale qui est généralement bien marquée avec des températures négatives. Vous voyez, ça ne dure pas trop longtemps aujourd'hui, c'est à peu près une huitaine de jours. On a aussi de la neige, donc vous pouvez avoir un dépaysement complet. Et puis au niveau de la période estivale, on a aussi une petite période d'étiage qui se ressent sur nos cours d'eau, puisque nous sommes dans le pays du plateau des 1000 sources, c'est des 1000 vaches, sur lequel, effectivement, on a cette petite période sèche aussi qui est marquée avec des températures assez élevées. Et donc, pour reprendre un peu les propos, illustrer qu'en fonction de précipitations et température, ce sont les deux paramètres qui vont conditionner la production d'herbe. Là, vous avez l'exemple de 2 années, 2012 et 2014, sur lequel vous avez sur le diagramme de gauche les hauteurs d'herbe à l'entrée, les moyennes des hauteurs d'herbe d'entrée c'est pas sur toutes les parcelles, hein, mais c'est sur une partie de nos parcelles. Et en face, vous avez la partie météo associée. Donc, bien évidemment, l'année 2014 a été favorable à la pousse de l'herbe, effectivement pour les estivants un petit peu moins. Parce qu'il y a eu des pluies régulières. C'est-à-dire qu'une journée par semaine de pluie permet, avec les hautes températures, de maintenir une pousse au cours de la période estivale assez élevée, ce qui favorise bien évidemment la gestion du pâturage.
Nous avons aussi des cultures, on l'a évoqué, donc 4 hectares d'orge, 2 hectares de maïs. Vous avez une parcelle qui est uniquement dédiée à la production de foin. C'est la parcelle 4, elle est un peu plus typée luzernière. Vu les années précédentes, l'implantation a été un peu moins bonne, donc c'est plutôt du foin luzernais que nous avons. Et puis, vous voyez des parcelles qui commencent par produire des fourrages et puis vont rentrer dans le cycle de pâturage. Notre mélange qui va bien sur notre terrain, c'est 32 fétuques, 32 raigrins anglais, 15 dactyles, 20 trèfles, et on garde toujours notre petite luzerne 5%, qui sert au moment de la période estivale, au moment de l'étiage, c'est là où vous avez la valorisation par la luzerne. Alors l'histoire du pâturage tournant et de la station expérimentale, ça a vraiment été déclenché en 2010 avec sa mise en place. On a optimisé le découpage parcellaire par rapport au point d'eau. Ça demande aussi de connaître la qualité de ces parcelles. Donc c'est Patrice qui maîtrise son parcellaire et les caractéristiques de ces différentes parcelles, qui permet après d'élaborer le planning pâturage avec les contraintes, qui sont la constitution des lots, qui chaque année varie entre 6 et 8 lots à constituer, qui sont généralement des lots d'âge, mais aussi avec des lots d'expérimentation, et donc avec des besoins physiologiques différents. Vous avez cette notion de chargement, c'est-à-dire combien d'animaux sont constitués chacun des lots. Et puis, il faut être adaptable. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir changer son fusil d'épaule en fonction. Il faut être opportuniste et, comme l'ont dit nos collègues de la Chambre d'agriculture, c'est l'herbe qui commande. Avec nos contraintes, bien évidemment. Vous voyez, parcellaire 2009, on avait 54 parcelles. 2015, aujourd'hui, on a redécoupé. On a repensé, on a encore redécoupé nos parcelles de telle façon à avoir 71 parcelles, on a augmenté donc nos parcs de circulation, nos animaux au cours du pâturage à peu près de 30%. Voilà en exemple le planning pâturage pour le début de saison 2015. Alors c'est pensé à la fois sur les contraintes aussi de manipulation des animaux en fonction des programmes que l'on a à conduire, si on doit les peser tous les jours, enfin j'exagère mais c'est un peu ça. Les contraintes, vous voyez en rouge, vous avez le programme de Géraldine pour lequel on travaille sur la mixité pâturage équin bovin. Donc voilà, c'est des surfaces sur lesquelles on ne pourra pas utiliser pour les besoins de production de la station. Et par contre, le reste, vous avez des répartitions en fonction des troupeaux et de ce que l'on va faire, on est susceptible de faire avec. Donc ça vous donne une idée et vous voyez que notre chargement par hectare en début de saison, il va bien. Ensuite, le principe du pâturage tournant, je vais vite, on vous l'a exposé, c'est-à-dire que là vous avez l'exemple de cette parcelle 15 sur lequel les animaux ne vont pas arrêter de tourner autour. On a bien évidemment une petite surface de secours au cas où on tombe sur une année plus défavorable, mais vous avez le principe ici. Alors, nous, ce que l'on a pu retirer de ce système-là, déjà, vous avez vu, on est passé pratiquement de 150 à 200 chevaux. On n'a pas vu passer, on n'a pas atteint nos stocks, vous verrez ça. L'autre chose, c'est que dans l'évolution, ça a été vraiment un changement pratiquement de philosophie, puisque nos pratiques agronomiques ont changé en même temps que l'arrivée du pâturage tournant. Au niveau des apports d'engrais, eh bien nous avons le choix entre l'engrais organique, issu de nos fumiers, et puis l'engrais minéral. Associé à cette fertilisation, vous avez la partie amendement, où on utilise toujours chaux vive ou marne. Là, c'est vraiment plus au niveau de... ça sert à remettre le pH un peu plus haut pour favoriser, par exemple, la luzerne, hein, si on parle de ça. Et donc, si vous regardez un peu nos pratiques, en 2000, on était à 120 unités d'azote
bombardé, j'allais dire, sans trop savoir ce qu'on faisait. Ça correspondait à la culture, j'allais dire, des pratiques agronomiques de l'époque. 2006, on a commencé un petit peu à évoluer, on a commencé à diminuer. On était à 30 unités à 60 sur les parcelles de fauche. Et aujourd'hui, regardez bien, on est pratiquement avec l'apport organique et on est entre 0 et 30 unités d'azote sur la parcelle et uniquement si on en a besoin. La même chose pour l'amendement. Maintenant, c'est rentré dans un cycle. C'est à peu près tous les 3 ans. Il faut réfléchir la façon dont on va gérer et quelles parcelles vont rentrer dans cette gestion. Et vous voyez qu'en coût économique, on est passé de 25 000 € ligne budgétaire engrais et amendement à 8 000 € cette année. Donc tu vois, Françoise, pour dialogue de gestion. Alors, autre chose, dans nos pratiques, ce qu'on ne mesure pas dans la ligne budgétaire, mais ce qu'on pourrait mesurer en heures tracteur et en heures MO, c'est que vous avez la gestion des refus. C'est-à-dire qu'en 2000, ils étaient nombreux, et puis on avait un broyage systématique des refus après le passage des animaux. 2006, les zones de refus étaient très présentes et le broyage était fréquent. Et puis, à partir de 2010, aujourd'hui, les zones de refus sont rares, tout simplement parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur le pâturage, à partir du moment où vous augmentez le chargement, vous avez une homogénéisation de votre couvert. C'est ce qui se passe là, ici, avec le pâturage tournant. Donc, conséquence, moins de zones de refus. Et c'est vraiment des zones particulières sur la station où vous avez du rumex. Et là, on a une action mécanique de broyage sur ces points précis. Et puis, puisqu'on a bien appris notre leçon avec la Chambre d'agriculture, donc vous voyez qu'on a augmenté nos surfaces de fauche, puisque quand l'herbe avance, eh bien, on saute la parcelle et on la valorise en fourrage. Ce qui nous permet... Vous regardez le taux de production de matière sèche. Alors, vous lisez le diagramme à l'envers. C'est 2009, c'est à droite. Et 2014, c'est à gauche. Donc, vous voyez l'augmentation de notre cheptel. Vous avez l'année 2011. Alors, vous regardez la courbe rouge qui correspond à la masse... la matière sèche totale produite sur la station en fonction des années. Vous avez entendu 2011, année de sécheresse. Eh bien, oui, on a eu une diminution de la production de fourrage cette année-là. Mais autrement, vous voyez que notre courbe d'effectifs de chevaux est en légère stabilisation, je veux dire en stabilisation aujourd'hui. Et notre production de matière sèche, elle, va bien. Ça veut dire qu'on est arrivé aujourd'hui à une maîtrise du système et on est en autonomie fourragère sur la station. Nos seuls intrants sont la litière, enfin, ce sont la paille pour la litière, parce que la quantité d'orge que nous produisons ne fournit pas suffisamment de paille pour l'ensemble de l'hivernage et de l'ensemble du troupeau au cours de cet hivernage. Et voilà. C'est à peu près... en alimentation aussi, j'exagère, puisque pour les poulains, la première année, on a quand même des granulés, puisque nous avons un distributeur automatique de concentré, et donc on utilise quand même un peu de granulés pour les chevaux croissance. Conditions de pâturage au cours de 2012-2014, année favorable, hein, vous avez vu, c'était peut-être pas forcément idéal pour le tourisme. J'admets, il y a toujours un petit peu de pluie au cours de la période estivale, mais pour l'herbe, c'est des conditions favorables. Et vous avez en moyenne, là c'était les parcelles qui étaient impactées pour les juments en lactation, et vous voyez les hauteurs d'herbe moyennes à l'entrée et à la sortie. Donc on n'est jamais en conditions limitantes de disponibilité d'herbe pour nos animaux. Pâturage tournant, point de vigilance. Là, c'est contrôle quotidien de l'électrification des clôtures. L'anticipation des changements de sous-parcelles. Oui, il faut aller observer ce qui se passe. Il faut voir l'herbe, comment elle se comporte sur les parcelles avant.
pour pouvoir adapter. Ne pas mettre les animaux dans de l'herbe trop haute, supérieure à 30 cm. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le protocole de Claire Collat et de Géraldine, où je dis, regardez bien, premier cycle, les juments en lactation, complémentation, etc. C'était 52 cm. Ah bah oui, bah la performance, effectivement, de la valeur nutritionnelle était un peu moins bonne. Donc, pas lâcher sur de l'herbe supérieure à 30 cm pour des questions de qualité de gaspillage. Éviter le surpâturage, jamais aller tutoyer en dessous de 5 cm, qui pénalise la ressource, pour redire les informations de Christian. Et ne pas hésiter, surtout ne pas hésiter à faucher. Je vous remercie de votre attention.